Bonjour et bienvenue dans les 4V, Marc Ferracci. Bonjour. Cette fois-ci, on entre dans le dur, le budget, la réforme des retraites, celle de l'assurance chômage qui arrive à l'Assemblée. On va y venir évidemment, mais d'abord évidemment ces pénuries d'essence. 30% de pompes qui sont à sec, qui ne sont plus suffisamment approvisionnées. Ce week-end, les raffineries, la plupart des raffineries ont été à l'arrêt. Les grévistes demandent 10% d'augmentation de salaire. Total, qui est le plus gros pourvoyeur de stations-service en France, dit qu'on va pouvoir ouvrir les négociations un peu plus tôt que prévu. Est-ce que le gouvernement doit pousser clairement les pétroliers à augmenter les salaires pour sortir de cette situation? Je pense qu'il y a un esprit de responsabilité qui doit maintenant rentrer en vigueur. Ça veut dire quoi? On l'a dit, quand on a voté les textes budgétaires cet été, vous vous souvenez, on a discuté de la taxe sur les super-profits et on a dit qu'il y avait, de la part des énergéticiens, des pétroliers, de tous ceux qui bénéficient assez directement de la situation internationale avec des prix qui augmentent et qui font pour ça des profits, il y avait une responsabilité à avoir, c'était d'augmenter les salaires. Donc là, le message est très clair. Il a été redit par la Première ministre. Il faut que les négociations s'engagent très très vite. Elles avaient vocation à s'engager en novembre. La Total nous dit on les engage maintenant. Il faut qu'elles aboutissent le plus vite possible. Il faut surtout que désormais la grève s'arrête, ou en tout cas s'allège, parce que ça pénalise les Français très lourdement dans leur vie quotidienne. Vous comprenez qu'il y a parfois de quoi faire péter un plomb aux Français qui ont du mal à boucler leur fin de mois quand on voit que Total, vous parliez des super profits, a distribué 2,620 milliards de dividendes exceptionnels liés à ces super profits. Est-ce que c'est normal ça? Écoutez, ce qu'il faut justement pour équilibrer ça, c'est qu'il y ait un juste partage de la valeur au sein de l'entreprise. Là, vous avez des syndicats qui essayent de tenir compte de cette situation de Total qui est très favorable pour obtenir des augmentations de salaire. Il me semble, moi, que c'est légitime. Alors après, est-ce que ça doit être 10%? Est-ce que ça doit être 5%? Est-ce que ça doit être 6%? En tout cas, la demande est légitime. Ça, tout à fait. Ça, c'est la négociation qui doit en décider. C'est pas l'État d'en décider. C'est à l'intérieur de Total que ça se passe. C'est à l'intérieur d'ExxonMobil que ça se passe. Mais moi, pour répondre à votre question, évidemment que c'est très difficile pour les Français, à la fois parce qu'ils voient des entreprises qui font des profits et après, certains profits sont légitimes, mais surtout parce que ça les pénalise dans leur vie quotidienne de voir que les raffineries sont à l'arrêt. Donc je pense qu'il faut trouver des solutions très rapidement. J'ajoute quand même que la Première ministre l'a dit, les choses vont s'améliorer dans les prochains jours. Pourquoi? Parce qu'on va toucher à nos stocks stratégiques et un certain nombre de pompes sont en train d'être réapprovisionnées comme ça. Voilà. Ce sont nos réserves. Ouais. Mais c'est vrai est-ce que le gouvernement doit aller plus loin et avoir recours aux réquisitions? Écoutez, je pense que là, la situation devrait s'améliorer pour deux raisons. D'abord parce qu'on va réapprovisionner un certain nombre de stations et ensuite parce que, je l'espère, les négociations vont s'engager et j'espère surtout que la grève va s'alléger ou s'arrêter assez vite du fait de ces négociations. On entend de ce que vous dites que la balle est vraiment dans le camp des pétroliers ce matin. Les prix des carburants, c'est ce qui avait été le déclencheur du mouvement des Gilets jaunes il y a quelques années. Comment faire pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets? Écoutez, il faut aller vite, il faut être réactif, il faut faire en sorte que le dialogue social aboutisse. Et pour ça, je vous rejoins, il faut mettre un petit peu de pression sur les pétroliers. Les grévistes demandent aussi le dégel des embauches. Ça, c'est un vaste sujet qui nous emmène à la réforme de l'assurance chômage dont vous êtes le rapporteur à l'Assemblée. L'idée générale, dites-moi si je me trompe, c'est des règles plus dures quand ça va bien et plus souples quand ça va moins bien. Ça veut dire qu'on adapte le régime d'indemnisation du chômage au contexte économique. Tout à fait. Quand la situation du marché du travail est bonne, ça veut dire qu'il y a plus d'opportunités d'embauche, il y a plus d'opportunités pour prendre des postes. Dans ce contexte, les durées de chômage ont naturellement tendance à se raccourcir. Et donc, c'est assez logique de raccourcir aussi la durée de l'indemnisation. Quand la situation du marché la du durée travail... n'est pas le montant. Alors, tout à fait. Le ministre du Travail était très clair là-dessus. Dans cette réforme, qui, si le projet de loi est voté demain, entrera en vigueur au début de l'année 2023, on ne touchera pas au montant de l'allocation. Pour une raison assez simple, c'est qu'on est dans une situation, d'ailleurs le prix de l'essence le montre bien, dans laquelle on cherche à protéger le pouvoir d'achat des Français. Il serait assez malvenu de toucher au montant de l'allocation. En revanche, la durée d'indemnisation, les conditions pour être éligible, c'est-à-dire combien de mois vous avez besoin de travailler pour rentrer dans l'assurance chômage. Aujourd'hui, c'est 6 mois sur les 24 derniers. Tout ça fera combien, là, du coup? Tout ça va faire l'objet... combien, selon vous? Ça devrait être combien? Écoutez, moi, j'ai des recommandations, mais je n'ai pas le boule de cristal. Il va y avoir une concertation avec les partenaires sociaux. 6 mois sur 24 pourrait devenir 7 mois, 8 mois sur 24, par exemple. Si on considère que la situation du marché du travail va bien, c'est plutôt le cas aujourd'hui. Sauf que le chômeur, par définition et pas par choix, il est en dehors du contexte, il est en dehors du marché du travail, il est sur la touche.
Bah non, le chômeur, vous savez, a vocation à être dans une situation de recherche active d'emploi. Ça fait partie des critères qui définissent quelqu'un qui est au chômage, par opposition à quelqu'un qui est inactif. Donc, on fait en sorte que les chômeurs, justement, ne soient pas inactifs. On fait en sorte que les chômeurs soient non seulement incités à retrouver un emploi, ça c'est le rôle de l'assurance chômage, mais aussi accompagnés. Et j'insiste sur ce point, la réforme de l'assurance chômage, c'est une première brique pour aller vers le plein emploi, pour aller vers une réduction des pénuries de main-d'œuvre. Et c'est le point de départ auquel il nous faut apporter des réponses. Les pénuries de main-d'œuvre, ce n'est pas simplement un problème pour les employeurs, ce n'est pas simplement un problème de création d'emplois. C'est un problème pour les Français dans leur vie quotidienne. Quand vous n'avez pas de place en crèche, vous trouvez des solutions de garde alternative. Quand vous n'avez pas de chauffeur pour les cartes scolaires, eh bien vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Est-ce que ce n'est pas par là qu'il faut commencer, justement, aider les chômeurs à avoir une garde d'enfants, aider les chômeurs à avoir Mais ça se fait en parallèle. Ouais. La réforme, elle va monter en charge progressivement, et en même temps, le ministre du Travail l'a dit. Début 2023 pour le début de l'application, mais tout ne sera pas en place tout de suite. En fait, c'est une réforme qui se fait uniquement sur les gens qui s'inscrivent ou se réinscrivent au chômage. Donc ça ne touche pas tout de suite tout le monde. Donc ça monte en charge progressivement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le ministre du Travail a été très clair. Il y a 8 chantiers dans sa feuille de route. Je ne vais pas les détailler, mais parmi les chantiers, il y a tout ce qui concerne les freins périphériques. La garde d'enfants, les sujets de mobilité, très importants, dans la ruralité en particulier, donner un accès au permis de conduire plus facile, plus rapide et moins coûteux, c'est un élément fondamental. Les sujets de logement, il y a des gens qui ne peuvent pas chercher un emploi tout simplement parce qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes de logement. Tout ça sera un ensemble qui devrait être pris en charge. Tout ça va mieux accompagner. être exactement pris en compte. Marc Ferracci, la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage sont assez étroitement liées puisque le gouvernement veut qu'on travaille plus longtemps. Édouard Philippe, dans Le Parisien hier, il parlait d'un âge légal de départ repoussé à 65, 66 ou 67 ans. Il fait de la provoque, là, l'ancien Premier ministre, ou il dit tout haut ce que vous pensez tous tout bas? Je ne sais pas s'il fait de la provoque, je ne pense pas. En revanche, je peux vous dire que 67 ou 66 ans, ce ne sont pas les projets du gouvernement. 65, c'est le projet du gouvernement. C'est ce qui figure dans le programme du président de la République. Ensuite, quel est, on va dire, le calendrier pour y aller? Est-ce qu'on se donne un objectif de 2031, 2032? Tout ça va faire l'objet de discussions avec les partenaires sociaux, comme vous le savez, dans les jours qui viennent. Les discussions elles porteront aussi, moi ça me semble très important, sur toutes les mesures d'accompagnement, en particulier le sujet de l'emploi des seniors. Si on repousse l'âge légal de départ, ou si on augmente la durée de cotisation, eh bien forcément les gens vont partir un peu plus tard. Mais sauf que la vérité, c'est qu'il n'y a pas une boîte en France qui embauche des plus de 55 ans ou des plus de 50 ans, vous le savez bien. Trop vieux, trop cher, les chômeurs envoient des dizaines et des centaines de CV, et ils sont déjà contents quand on leur répond, qu'on leur dit non. Alors vous exagérez un tout petit peu en disant qu'aucune n'embauche des seniors, mais vous avez raison pour dire qu'il y a un sujet culturel à régler au sein des entreprises. Ils sont les vieux. Au sein des entreprises. Pour ça, il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut agir. Le premier, le ministre du Travail en a parlé, c'est de faire la transparence sur les boîtes qui embauchent des seniors. On l'a fait avec l'index égalité hommes-femmes. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on a créé un index avec différents éléments qui a commencé de changer les comportements des entreprises sur les écarts de salaire hommes-femmes, sur la manière dont on promeut les femmes à l'intérieur des entreprises. Vous voulez faire la même chose avec l'emploi des seniors? Ce projet est sur la table, très clairement. Avec des sanctions? Alors, ça fait l'objet de discussions. Il faut faire attention à, quand on met en place des sanctions, à ce qu'elles soient efficaces, à ce qu'elles soient justes. Mais moi, je pense qu'on ne doit avoir aucun tabou sur la question de l'emploi des seniors. On doit responsabiliser les employeurs. On doit aussi, ça c'est aussi une proposition que moi j'ai eu l'occasion de porter, on doit tenir compte de la situation des gens qui arrivent au chômage après 50 ans. Vous l'avez dit, qui envoient des centaines de CV qui ne reviennent pas. Et avec 1 400 000 chômeurs de plus de 50 ans dans le pays. Sur lesquels ils n'ont pas d'entretien, souvent parce qu'ils envoient leur CV à des entreprises qui n'ont pas l'intention d'embaucher des seniors. La proposition, c'est de dire à ces gens-là, on va donner éventuellement une prime de reprise d'emploi qui leur permet de compenser le fait que les offres sont souvent inférieurs à ce qu'ils ont gagné à la fin de leur carrière. Parce que quand vous arrivez à 50 ans au chômage, vous êtes en haut des grilles salariales, vous avez un niveau de vie, vous avez un appartement à payer, vous avez des enfants qui font des études. Donc ça veut dire quoi, que le chômage prendra une partie de cette rémunération et l'entreprise une autre partie? Non, justement, là, oui, ça peut être ça, effectivement. Le fait que l'assurance chômage paye ou compense le fait que les offres qui sont faites aux gens de plus de 50 ans sont souvent inférieures à ce à quoi ils aspirent. Ça, je pense que c'est un bon système. La durée d'indemnisation, elle est actuellement de 3 ans pour les plus de 55 ans, alors que pour les plus jeunes, c'est 2 ans d'indemnisation au chômage. Est-ce que ça, vous souhaitez y toucher? Est-ce que vous allez réduire ces 3 ans? Est-ce qu'il faut réduire ces 3 ans? Tout doit être sur la table. Ça veut dire oui. Le ministre du Travail l'a dit. Il y a plusieurs manières d'agir. La filière senior, ce qu'on appelle la filière senior, c'est-à-dire ces fameux 3 ans d'indemnisation, c'est effectivement une spécificité française. Vous n'avez pas vraiment d'équivalent, en tout cas avec des durées aussi longues dans d'autres pays. Maintenant, il faut faire attention à quelque chose. C'est que ce qui est important,
à partir de 50 ans, de 55 ans, c'est de trouver un emploi rapidement. Parce que quand vous restez trop longtemps au chômage, eh bien votre probabilité, vos chances de retrouver un emploi diminuent très rapidement. Pourquoi ? Parce que vous avez des compétences qui s'en vont, vous avez une motivation, un découragement qui peut s'installer. Vous avez aussi des employeurs qui regardent votre CV et qui disent, ça voient fait 2 ans qu'il un n'a an, pas 2 ans de travaillé, chômage. 3 ans, ouais. Et là, c'est très compliqué d'avoir des offres. Et donc, l'enjeu, c'est d'agir très vite et d'inciter très vite à prendre les postes. Cette semaine, c'est aussi le budget qui arrive à l'Assemblée nationale. Il n'y a que des gros morceaux, hein, je vous le disais. La question n'est plus de savoir si le gouvernement va utiliser le 49.3, donc le vote sans débat, mais quand, l'adoption sans vote plutôt, quand il faudra le dégainer selon vous, ce 49.3 ? Cette semaine ? Écoutez, nous, on reste fidèle à notre méthode, celle qu'on a posée en juillet. On discute avec tout le monde et on essaye de trouver des compromis. Mais vous savez qu'il n'y aura pas de majorité sur le budget. Les Républicains ont dit qu'ils ne voteraient pas le budget. Moi, je pense quand même le RN ne votera pas, la NUP ne le votera pas. Il y a des objets de discussion. Il est probable, on ne va pas se mentir, il est probable qu'à la fin, il y aura un 49.3. Mais moi, je veux que le débat parlementaire ait lieu parce que c'est important que sur des objets très, très concrets pour la vie des Français, on ait ce débat et qu'on montre très concrètement qui sont les oppositions qui sont dans une logique d'obstruction et qui sont les oppositions avec lesquelles on peut discuter. À la fin, il est probable qu'on doive en passer par le 49.3. Maintenant, le 49.3, il faut se parler franchement. Vous dites qu'il faut laisser le temps au débat de vivre quand même. Un petit peu. Maintenant, le 49.3, il faut se parler franchement. Le 49.3, ça fait partie de nos institutions, ça fait partie de notre Constitution. On est dans une situation, pardonnez-moi, où au niveau international, c'est très compliqué. La crise est là. Les Français... C'est un aveu de faiblesse, disait la semaine dernière Nicolas Sarkozy. Moi, je ne trouve pas. Je ne suis pas d'accord avec Nicolas Sarkozy sur ce sujet. Je trouve que dans le contexte, utiliser le 49.3, c'est au fond se retrouver dans la philosophie originelle de ce dispositif. Souvenez-vous, c'était pour surmonter des situations de blocage. Si on a une situation de blocage, il faut y aller. Dans ce contexte où chacun cherche à boucler son budget, députés et sénateurs ont profité mécaniquement du dégel du point d'indice depuis le mois de juillet, le point d'indice des fonctionnaires. Ça leur octroie mécaniquement, c'est légal, une augmentation de 253 € par mois. Légalement, il n'y a rien à redire. Est-ce que symboliquement, c'est bien le moment, Marc Ferracci ? Écoutez, à un moment ou à un autre, il faut savoir sur quoi est fondée la rémunération des députés et sénateurs. La loi dispose que c'est le point d'indice des fonctionnaires qu'on regarde. C'est pour ça que je vous dis légalement, il n'y a pas de souci. On est dans le symbole. Il passe de 7 240 à 7 493 € par mois. Moi, je pense que c'est légitime. Je pense qu'à un moment ou à un autre, vous savez, vous avez parmi les députés et sénateurs, vous avez des gens qui ont quitté un emploi dans le privé qui était parfois un peu plus rémunérateur et qui viennent là. Il faut aussi tenir compte de ce qu'est l'évolution du coût de la vie pour tout le monde. Et donc, moi, je pense que les 3,5 points d'augmentation qu'a connu le point d'indice des fonctionnaires, assez légitimement, se transposent à la rémunération des députés et sénateurs. Merci beaucoup, Marc Ferracci, d'être venu dans les cafés. Merci à vous.